Je suis arrivé dans ma maison de vacances pour trouver la paix, mais mon oncle était à l'intérieur et a crié « Tu n'es pas la bienvenue ici ». J'ai simplement souri et répondu « D'accord, mais tu as oublié que je suis l'avocate qui a rédigé le fidéicommis », et son visage est devenu blême. Je suis arrivé dans ma maison de vacances, ayant besoin de paix, mais mon oncle Marcus était à l'intérieur. « Tu n'es pas la bienvenue ici », a-t-il crié, le visage rempli d'une haine pure. J'ai simplement souri. Il avait oublié une chose. Je suis l'avocate qui a rédigé le fidéicommis familial qu'il était si près de violer. C'est là que tout s'est effondré, et croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. Assurez-vous d'être abonné. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Quelle est votre façon préférée de vous détendre après une semaine stressante? Dites-le nous dans les commentaires. L'affaire avait été un monstre. 6 semaines de déposition, de rédaction de mémoire tard dans la nuit et de bataille au tribunal m'avaient laissé vider de ma substance, comme une coquille vide. J'avais 48 ans, j'étais une avocate spécialisée en succession prospère. Mais à ce moment-là, j'étais simplement fatigué. Tout ce que je voulais, c'était l'odeur des pins, le bruit du lac clapotant contre le rivage et le confort familier de l'ancienne maison de mes parents. Maintenant ma maison, la maison de vacances, avait toujours été mon sanctuaire, le seul endroit sur Terre où les complexités de la loi et les aspérités des drames familiaux ne pouvaient pas m'atteindre. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai engagé ma voiture dans la longue allée de gravier, le crissement des pierres étant un son d'accueil familier. Le chalet, un magnifique chalet de type A que mon père avait construit de ses propres mains, est apparu. J'ai poussé un soupir de soulagement, la tension dans mes épaules se relâchant pour la première fois depuis des mois. J'ai attrapé mon sac de voyage, suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai monté les marches en bois. J'ai glissé ma clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. En fronçant les sourcils, je l'ai remuée. Rien. J'avais l'impression que la serrure était bloquée ou avait été changée. Un œuf froid d'angoisse s'est formé dans mon estomac. J'ai frappé, mes phalanges cognant contre le chêne lourd. Bonjour. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte, mais ce n'était pas un étranger qui se tenait là. C'était mon oncle Marcus. Marcus avait 62 ans, le frère aîné de mon père, un homme qui portait ses ambitions ratées comme un costume cher et mal ajusté. Il avait toujours eu un air de charme mielleux et une douzaine de grandes idées qui n'avaient jamais vraiment abouti. Il m'a regardé, non pas avec surprise, mais avec un ressentiment froid et bouillonnant. « Marcus » ai-je dit, confuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'arrivais pas à faire fonctionner ma clé. « C'est parce que j'ai changé les serrures, Abigail » a-t-il dit, la voix posée. Il a même légèrement bombé le torse, bloquant l'entrée. « Tu as changé ? Quoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? C'est ma maison. » Derrière lui, j'ai vu du mouvement dans le salon. Ma sœur cadette, Lorraine, et son mari, Albert, étaient assis sur le canapé. Mon canapé. Ils ont tous les deux levé les yeux, leurs expressions un mélange écœurant de culpabilité et de défi. Lorraine, une designer indépendante dont j'avais aidé à financer les études universitaires, a rapidement baissé les yeux sur ses genoux. Albert, un professeur d'histoire au lycée qui se plaignait souvent d'être sous-payé, a simplement croisé les bras. « C'est là que tu te trompes » a dit Marcus, sa voix s'élevant. « C'est une maison de famille, et nous avons décidé, la vraie famille, que nous en avions assez que tu l'accapares. » L'épuisement de mon affaire s'est évaporé, remplacé par un choc vif et froid. L'accaparer, Marcus ? Je suis la fiduciaire. Papa me l'a laissé dans le testament. Tu le sais. Un bout de papier, a-t-il craché, son visage devenant rouge et tacheté. Un bout de papier que tu as probablement rédigé toi-même avec tes combines d'avocate habiles pour nous exclure tous. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous. Ce n'est pas. Il a fait un pas en avant, ses yeux se plissant avec une haine pure et non filtrée qui m'a stupéfié. Tu n'es pas la bienvenue ici, Abigail. Sors de cette propriété. Il l'a vraiment crié. Les mots ont résonné dans l'air calme du soir, faisant taire les oiseaux, faisant taire tout. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ma sœur et son mari sont restés assis là, sans rien dire. Leur silence, une approbation retentissante de ses paroles. J'ai regardé leur visage. Marcus, triomphant et vertueux. Lorraine, honteuse mais complice.
Albert, obstinément hostile. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était un coup d'État. C'était une trahison que je n'avais pas vue venir. Ma propre famille, dans mon propre sanctuaire, me disant de partir. J'ai reculé involontairement, ma main toujours sur la poignée de porte. Mon premier instinct a été de me battre, d'argumenter, de sortir mon téléphone et d'appeler la police. Mais j'étais avocate. Je savais qu'un combat public désordonné était la pire façon de gérer cela, surtout quand j'ai réalisé ce qui se passait vraiment. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire que je réservais à la partie adverse lorsqu'elle venait de torpiller sa propre affaire. C'était un sourire qui ne montrait que les dents. D'accord, ai-je dit doucement. L'expression suffisante de Marcus a vacillé, confus par mon manque d'hystérie. D'accord, vous partez pour l'instant, ai-je dit, laissant ma main tomber de la porte. J'ai regardé Lorraine par-dessus son épaule. Elle a finalement croisé mon regard et je l'ai tenue, la laissant voir la profonde déception dans mes yeux. Puis je me suis retourné vers Marcus. Tu as raison, Marcus. C'est une maison de famille, ai-je dit, ma voix calme et claire. La trahison était plus vive que n'importe quelle bataille juridique que j'avais jamais menée. Mais la victoire à venir serait infiniment plus douce. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, mes mouvements délibérés. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Un mélange de confusion et de victoire suffisante. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que parce que je n'avais pas crié, pleuré ou appelé le shérif, j'étais faible. Ils avaient confondu ma fureur contrôlée avec une reddition. C'était une erreur qu'ils allaient regretter. Alors que je prenais la route principale, l'adrénaline a commencé à se dissiper, laissant derrière elle un profond tremblement de douleur. Lorraine. C'était le silence de Lorraine qui m'avait le plus blessé. Je l'avais pratiquement élevée après que notre mère soit tombée malade. J'avais payé ses études d'art, m'étais porté garante pour le prêt de son premier appartement et les avais conseillés, elle et Albert, pour leur prêt hypothécaire. J'avais été son roc, et en l'espace d'un après-midi, elle avait choisi Marcus plutôt que moi. J'ai conduit pendant 10 minutes avant de devoir m'arrêter sur un belvédère panoramique, le lac s'étendant en contrebas dans le crépuscule. J'ai finalement expiré le souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Les larmes sont venues alors, chaudes et rageuses. Des larmes pour mes parents, qui auraient été horrifiés. Des larmes pour ma sœur qui s'était laissée empoisonner contre moi, et des larmes pour moi-même, pour la perte du seul endroit où je me sentais vraiment en sécurité. Ce n'était pas seulement une question de maison. C'était une question de respect. C'était une question de loyauté. Et c'était une question de la réalisation écœurante que pour un certain type de personne, rien de tout cela n'avait autant d'importance que la valeur perçue d'un bien immobilier. Je me suis enregistré dans un hôtel voisin, un endroit propre et stérile qui était l'exact opposé du chalet en bois chaleureux. Je me suis assise sur le bord du couvre-lit rigide et j'ai pris une profonde inspiration, la partie avocate de mon cerveau se mettant enfin en marche, repoussant la douleur dans une boîte verrouillée pour plus tard. C'était une affaire maintenant. Abigail contre les usurpateurs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Lorraine. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. Lorraine, c'est Abigail. Nous devons parler. Appelle-moi. J'ai essayé Albert, directement sur sa messagerie vocale. Albert, c'est une situation sérieuse. Toi et Lorraine participez à quelque chose d'illégal. Tu dois m'appeler immédiatement. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Ils se cachaient derrière Marcus, le laissant être l'avant-garde. Je me suis rassise, mon esprit tournant à plein régime. Marcus était la clé. Il était arrogant, avide et pas aussi intelligent qu'il le croyait. Lorraine et Albert étaient simplement faibles. Ils étaient des suiveurs, facilement influencés par la promesse d'argent facile ou la peur de passer à côté. Marcus a dû leur raconter une histoire. Mon esprit a passé en revue les possibilités. Il leur avait probablement dit que je prévoyais de vendre la maison, une crainte courante dans les familles. Il m'avait probablement dépeinte comme la sœur aînée riche, sans enfants et obsédée par le travail, qui ne méritait pas la maison autant qu'eux, un couple en difficulté. Il s'était présenté comme leur champion, le seul assez courageux pour me tenir tête.
J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel. Toute ma vie professionnelle était construite sur la compréhension du langage précis et inflexible des documents juridiques, et le document qui régissait cette maison au bord du lac était l'une de mes plus belles œuvres. Mes parents, Dieu les bénisse, avaient été généreux, mais aussi profondément pragmatiques. Ils avaient vu la façon dont Marcus regardait leurs biens, la façon dont il leur avait emprunté de l'argent au fil des ans sans intention de le rembourser. Ils avaient vu la mauvaise gestion financière chronique de Lorraine et Albert. Alors, quand nous nous sommes assis pour faire leur plan de succession, mon père avait une demande très spécifique. Donc, je n'avais pas laissé la maison à moi-même ou à Lorraine purement et simplement. Cela aurait été simple, mais cela aurait été vulnérable. Au lieu de cela, j'avais créé le fidéicommis irrévocable de la famille Harris. J'ai ouvert le fichier sur mon serveur sécurisé et j'ai lu les paragraphes familiers. Moi, Abigail Harris, j'étais l'unique fiduciaire. La maison était l'actif principal du fidéicommis. En tant que fiduciaire, j'avais le pouvoir exclusif de gérer la propriété. Lorraine et les enfants qu'elle pourrait avoir étaient répertoriés comme bénéficiaires, ce qui signifiait qu'ils pouvaient utiliser la propriété avec la permission du fiduciaire. Mais voici la partie magnifique. J'ai fait défiler jusqu'à l'article 4, section 3. La clause de non-contestation était standard, mais la section 4 était celle que je cherchais, la clause de protection des actifs. Je l'avais écrite moi-même. Elle stipulait explicitement qu'aucun bénéficiaire ne pouvait établir sa résidence principale, changer les serrures ou grever la propriété de quelque manière que ce soit, comme essayer d'obtenir un prêt contre elle, sans le consentement écrit exprès du fiduciaire. Tout bénéficiaire qui le ferait serait en violation substantielle du fidéicommis. J'ai souri à nouveau, ce même sourire froid et acéré du porche. Ils étaient bruyants, arrogants et avaient tellement tort. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. C'était moi qui avais écrit le testament et je l'avais écrit pour ce jour de pluie exact. Pour comprendre Marcus, il faut comprendre la dynamique de ma famille. Mon père était le responsable, un ingénieur civil qui a construit une vie stable grâce à un travail acharné et une planification minutieuse. Marcus était son opposé, un homme qui croyait que la stabilité était pour les nuls et qu'un gain inattendu était toujours au coin de la rue. Il passait d'un contrat de consultant à un autre, vendait des multipropriétés douteuses dans les années 90 et s'était plus récemment rebaptisé investisseur familial, ce qui semblait signifier qu'il donnait simplement de terribles conseils financiers à sa belle famille. Il avait toujours été un fardeau pour mes parents. Je me souvenais d'innombrables disputes à voix basse, ma mère fermant le chéquier d'un coup sec, mon père disant « Marcus, c'est la dernière fois ». Ce n'était jamais la dernière fois. Il avait une façon de vous faire sentir que c'était vous l'échec pour ne pas avoir cru en sa vision. Quand mes parents sont décédés, la dynamique a changé. Je suis devenu le chef de famille de facto, celle avec la carrière stable et les connaissances juridiques. Le ressentiment de Marcus, autrefois dirigé contre son frère qui avait réussi, a trouvé une nouvelle cible, moi. Il voyait mon succès non pas comme le résultat de semaines de travail de 80 heures et de prêts étudiants paralysants, mais comme une sorte d'injustice cosmique. Lorraine et Albert, d'un autre côté, étaient une autre histoire. Lorraine est ma demi-sœur, de 10 ans ma cadette, et je me suis toujours senti férocement protectrice envers elle. Mais en vieillissant, sa nature artistique et libre, que j'avais toujours admirée, s'est aigrie en une sorte d'impuissance délibérée. Elle et Albert étaient perpétuellement dans une légère crise financière. Ils avaient dépensé trop pour leur mariage, acheté une maison qu'ils ne pouvaient pas tout à fait se permettre et étaient toujours à un mauvais mois de demander de l'aide. Je l'avais toujours donné. J'avais payé leurs 3 dernières vacances, me disant que c'était juste être une bonne sœur. Maintenant, je voyais les choses différemment. Je n'avais pas aidé. Je les avais entretenus dans leur dépendance. Je leur avais appris que les conséquences étaient facultatives, qu'Abigail serait toujours là pour nettoyer les dégâts. Mes sacrifices ne signifiaient rien car ils en étaient venus à les considérer comme un droit acquis. Et Marcus, un prédateur sentant la faiblesse, avait exploité cela parfaitement. Il ne leur avait pas seulement promis une maison, il leur avait donné un méchant. Moi, la gardienne. J'ai passé la matinée suivante dans un café local, sirotant un latte et élaborant un plan. Mon premier appel n'a pas été pour la police. C'était pour un homme nommé Frank. Frank est un détective privé, un ancien détective des crimes financiers avec un flair de limier pour la fraude. Salut, Frank, c'est Abigail Harris.
Abby, ça fait longtemps. Quelle est l'urgence? Tu ne m'appelles que quand quelqu'un essaie de cacher de l'argent, a-t-il dit, sa voix un grognement rauque. Quelque chose comme ça. J'ai besoin que tu fasses une enquête financière complète sur mon oncle, Marcus Harris. Je veux tout. Rapport de crédit, privilège en suspens, demande de prêt récente, toutes les sociétés écrans. Je veux savoir s'il a acheté ne serait-ce qu'un paquet de chewing-gum à crédit au cours des 6 derniers mois. Les histoires de famille, c'est compliqué, a grogné Frank. C'est noté. Donne-moi 48 heures. Merci, Frank. Je te revaudrai ça. Oui, tu me le revaudras. Celui-ci est au tarif familial, ce qui signifie que ça te coûtera le double. Il a raccroché. Mes appels suivants ont été plus simples. J'ai appelé les compagnies de services publics pour la maison du lac, l'électricité, l'eau, Internet. Bonjour, ai-je dit au système automatisé, puis au représentant humain. J'appelle au sujet du compte numéro 882J45. Je dois signaler un changement de service frauduleux. Un par un, j'ai rétabli mon autorité. C'était moi qui étais sur l'acte de propriété, celle dont le nom était sur le fidéicommis. J'ai expliqué que j'étais la propriétaire et que toute tentative de modification des informations de facturation n'était pas autorisée. Et j'ai ajouté, pourriez-vous s'il vous plaît m'envoyer par courriel un enregistrement de tous les appels de service ou demandes de changement effectués au cours des 30 derniers jours? À midi, j'avais les premiers indices. Les serrures avaient été changées il y a 3 semaines. Internet et le câble avaient été mis à niveau vers un forfait premium, et la facture avait été mise au nom d'Albert. Albert, même pas Marcus. Il s'isolait déjà, utilisant ma sœur et son mari comme bouclier. C'était bien plus sombre que je ne le pensais. Ce n'était pas une décision familiale spontanée. Cela avait été planifié. Ils avaient attendu. Ils devaient savoir que j'étais occupé avec mon affaire, que je serais injoignable et épuisé. Ils avaient attendu que je sois au plus vulnérable. Une nouvelle sorte de colère, froide et précise, s'est installée en moi. Ce n'était plus juste une querelle de famille. C'était un complot en vue de commettre une fraude. Marcus n'essayait pas seulement d'obtenir un lieu de vacances. Il essayait de voler un actif à 6 chiffres. Il utilisait ma sœur comme complice. Et moi, en tant que fiduciaire, j'avais une obligation fiduciaire de protéger le fidéicommis, une obligation légale. Mon sourire est revenu. Il ne m'avait pas seulement trahi en tant que sœur. Il m'avait contrarié en tant qu'avocate. La chambre d'hôtel ressemblait à un centre de commandement. J'avais mon ordinateur portable ouvert, un bloc-notes rempli de notes et une réserve constante de mauvais café. Je n'étais plus une victime. J'étais une stratège. Mon chagrin était toujours là, un poids lourd dans ma poitrine, mais je l'ai compartimenté. Le chagrin pouvait attendre. La justice non. Frank a rappelé en 36 heures, pas 48. Tu as touché le jackpot, Abby. Ou peut-être que ton oncle a touché la fosse septique. Parle-moi, Frank. Marcus Harris est un désastre financier ambulant. Il a 3 cartes de crédit au maximum, tout en recouvrement. Il a un prêt personnel de 40 000 € d'un prêteur à taux d'intérêt élevé, et il a manqué les 2 derniers paiements. L'entreprise d'investisseur familial, c'est une SARL écran avec une boîte postale et 112 € sur son compte en banque. Mais voici le clou du spectacle. Il est poursuivi en justice. 2 de ses anciens partenaires d'une transaction immobilière ratée en Arizona le poursuivent pour un demi-million d'euros, l'accusant de fraude. J'ai fermé les yeux. Donc, il est désespéré. Il n'est pas désespéré, Abby. Il se noie, a dit Frank. Et voici la cerise sur le gâteau. J'ai fait une recherche sur les demandes de crédit. Il y a 3 semaines, il a demandé une ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour 150 000 €. Il a utilisé la maison du lac comme garantie. Mon sang s'est glacé. La banque n'approuverait jamais ça. Mon nom est sur l'acte de propriété. Ils ne l'ont pas fait. Ça a été refusé instantanément. Mais il a essayé. Il a vraiment rempli les papiers en prétendant être l'associé gérant de la propriété. Le type a du cran. Je lui accorde ça. Ou il est juste complètement stupide. Les deux, ai-je dit, en notant tout. C'est déjà dans ta boîte de réception, a-t-il dit.
bonne chance, conseillère. Coince-le. J'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert mon courriel. Tout était là, un portrait détaillé et catastrophique d'un homme au bout du rouleau. Il ne s'agissait pas de droits familiaux. C'était une tentative de s'emparer de l'argent. Il voyait la maison du lac comme sa tirelire personnelle, sa dernière tentative désespérée pour se sauver d'une ruine financière totale. Il avait manipulé Lorraine et Albert, jouant sur leurs propres insécurités financières et me dépeignant comme le dragon gardant son or. J'avais maintenant le pourquoi. J'avais déjà le comment grâce aux documents du fidéicommis. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour le détruire devant un tribunal. Mais un tribunal serait désordonné. Ce serait public. Ce serait cher. Et cela briserait de manière permanente et irrévocable ma relation avec Lorraine, l'entraînant, elle et Albert, dans une bataille juridique qu'ils ne pourraient pas se permettre et ne comprendraient pas. Je ne voulais pas seulement gagner. Je voulais résoudre cela. Je voulais récupérer ma sœur. Et pour ce faire, je devais couper l'influence de Marcus pour de bon. Je devais lui faire voir avec qui elle s'était alliée. Je devais organiser la première confrontation, non pas avec Marcus, mais avec Lorraine. J'ai passé le reste de la journée à préparer un seul dossier sélectionné. Je n'ai pas inclus tout le rapport du détective privé. C'était trop accablant. J'ai sélectionné seulement 2 documents. La demande de ligne de crédit sur valeur domiciliaire refusée et la page de garde du procès pour fraude. Ce soir-là, je suis retourné à la maison du lac. Je me suis garé sur la route, pas dans l'allée. J'ai marché jusqu'au porche et j'ai frappé. Le silence a duré un long moment. Finalement, Albert a ouvert la porte. Pas Marcus. Il avait l'air nerveux, son attitude de professeur de lycée complètement disparue. Abigail, Marcus n'est pas là. Je sais, ai-je dit calmement. Je ne suis pas ici pour voir Marcus. Je suis ici pour voir ma sœur. Il a hésité. Elle ne se sent pas bien. Laisse-moi entrer, Albert. Ce n'était pas une demande. Ma voix avait le même acier que dans la salle d'audience. Soit tu me laisses parler à ma sœur tout de suite, soit tu parleras à un adjoint du shérif dans environ 10 minutes. C'est ton choix. Il s'est dégonflé, son assurance de faible volonté s'évanouissant. Il s'est écarté. La maison sentait le café rassis et la peur. Lorraine était sur le canapé, enroulée dans une couverture, la même que notre mère avait tricotée des années auparavant. Elle avait l'air pâle. Lorraine, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant. Elle a tressailli. Abby, tu ne devrais pas être ici. Marcus sera furieux. Je me fiche de Marcus, ai-je dit en m'approchant. Je me soucie de toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu ça? Il nous a dit, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Il nous a dit que tu allais la vendre, que tu étais en pourparlers avec un promoteur pour construire des appartements. Il a dit que tu pensais que la maison était un fardeau et que tu allais juste prendre l'argent et nous exclure. Je l'ai regardé fixement. Il avait des preuves, est intervenu Albert, essayant de retrouver son assurance. Il nous a montré un courriel. Un courriel? J'ai presque ri. Albert, je pourrais fabriquer un courriel en 5 minutes. Tu es professeur d'histoire. Tu es censé être intelligent. As-tu demandé à voir l'offre du promoteur? As-tu fait des recherches? Marcus est de la famille, a dit Albert, se rabattant sur l'excuse éculée. Moi aussi, ai-je rétorqué. Et je suis la seule dans cette pièce à dire la vérité. Lorraine s'est mise à pleurer. De grosses larmes silencieuses roulaient sur ses joues. Il a dit que nous en méritions une part, que nous sommes en difficulté et que toi tu as tellement, Abby. Ce n'est pas juste. Le voilà. Le cœur brut et laid de l'affaire. L'envie. Juste, ai-je répété. D'accord, parlons de ce qui est juste. J'ai sorti le dossier de ma mallette et l'ai laissé tomber sur la table basse devant eux. Vous pensez que Marcus est votre champion, votre sauveur? Vous pensez qu'il vous défend? Lorraine a regardé le dossier, confuse. Ça, ai-je dit en montrant la première page, c'est une demande de prêt. Votre oncle Marcus a essayé d'emprunter 150 000 € contre cette maison. Notre maison. Il s'est présenté comme le propriétaire.
La banque a refusé parce qu'il n'est pas le propriétaire. C'est moi. Il n'essayait pas de sauver la maison pour vous, Lorraine. Il essayait de la voler. Il allait laisser la banque la saisir et nous laisser tous sans rien. Les sanglots de Lorraine se sont étranglés. Le visage d'Albert est devenu blanc. Il a ramassé le papier, ses mains tremblantes. Et ça, ai-je dit en tapotant le second document, c'est un procès. Il est poursuivi pour un demi-million d'euros pour fraude. C'est un escroc désespéré et en faillite, et il vous utilise. Il utilise votre envie et vos problèmes financiers pour vous monter contre moi afin de pouvoir vous voler jusqu'au dernier sou. Lorraine a poussé un petit cri blessé. Non, non, il ne ferait pas ça. Il le fait, ai-je dit, ma voix dure. Il a mis les nouvelles factures de service public à ton nom, Albert. Pas au sien. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? Pour que, lorsque la fraude sera découverte, tu sois celui qui a l'air complice. Tu es son bouclier. La vérité a atterri dans la pièce avec la force d'un coup physique. Le fantasme que Marcus avait construit pour eux, un fantasme de colère vertueuse et de vengeance justifiée, s'est effondré en un instant, révélant la laide réalité en dessous. Juste à ce moment-là, nous avons entendu une voiture entrer dans l'allée. Les phares ont balayé la fenêtre du salon. Il est de retour, a murmuré Albert, laissant tomber les papiers comme s'ils étaient en feu. Bien, ai-je dit en me tournant vers la porte. Maintenant, nous pouvons avoir une vraie réunion de famille. Marcus a fait irruption par la porte, son visage se tordant instantanément en un masque de rage quand il m'a vu. Je t'ai dit de partir. J'appelle la police. Non, tu ne le feras pas, ai-je dit, ma voix résonnant d'autorité. Tu vas rester là, et tu vas expliquer à ton neveu pourquoi tu as mis une demande de service public frauduleuse à son nom. Et ensuite, tu vas expliquer à ta nièce pourquoi tu as essayé de contracter un prêt sur son héritage. Vas-y, Marcus. Explique. Marcus a regardé mon visage, puis les papiers sur la table, et son teint est devenu livide. L'assurance, l'arrogance, la haine, tout a disparu, remplacé par le regard paniqué et acculé d'un animal pris au piège. Il n'a pas parlé. Il m'a juste regardé fixement. Et j'ai su à cet instant que le charme était rompu. Le silence dans le chalet était assourdissant. Lorraine et Albert regardaient Marcus, leur visage une toile d'horreur et de confusion naissante. Ils attendaient qu'il nie, qu'il en rit, qu'il fournisse une autre de ses explications lisses et raisonnables. Marcus, a murmuré Lorraine, est-ce que c'est vrai? Marcus, pour la première fois de sa vie, était sans voix. Il a vu la demande de ligne de crédit sur la table. Il a vu le procès. Il a su instantanément que je l'avais. Mais un rat acculé ne se rend pas. Il devient vicieux. Il s'en est pris, non pas à moi, mais à eux. Vous la croyez? Après tout ce que j'essaie de faire pour vous? C'est une menteuse. Elle a falsifié ses documents. C'est une avocate. C'est ce qu'elle fait. Elle déforme les choses. C'était une piètre performance. Sa voix était trop aiguë. Ses yeux trop fuyants. Les falsifier, ai-je dit en ramassant le refus de la banque. Ceci à l'entête officielle de la banque, Marcus, et le nom de l'agent de crédit. Nous pouvons l'appeler tout de suite. Et le procès est un document public. On ne peut pas falsifier un document public. Albert, qui avait été pâle, a commencé à rougir. Tu as mis mon nom sur la facture de service public, a-t-il dit, sa voix basse. Je consolidais les choses pour faciliter la tâche à la famille, a balbutié Marcus, reculant vers la cuisine. Tu faisais de lui le contact légal pour une propriété que tu occupes illégalement, Marcus, ai-je rétorqué. Ce n'est pas aider. C'est faire de lui un complice. Lorraine s'est levée, ses jambes tremblantes. Oncle Marcus, dis-moi juste que tu n'as pas essayé de vendre la maison. Bien sûr que non. J'examinais sa valeur pour notre avenir, pour nous tous. C'était pathétique. Les mensonges étaient si transparents, si désespérés, qu'ils se sont effondrés dès qu'ils ont quitté sa bouche. Lorraine, qui avait si ardemment voulu croire en son fantasme, a finalement vu le piètre magicien derrière le rideau. Sors, a-t-elle murmuré. Quoi, a cligné Marcus. Sors, a-t-elle hurlé, le son s'arrachant de sa gorge. Elle a attrapé un coussin du canapé et le lui a lancé.
Sors de notre maison. Sors. Marcus, choqué par son revirement soudain, a reculé en se débattant, a attrapé ses clés sur le comptoir et s'est enfui par la porte d'entrée. Nous avons entendu sa voiture démarrer, les pneus crissant sur le gravier alors qu'il s'éloignait à toute vitesse. Et puis, de nouveau le silence. Lorraine s'est effondrée sur le canapé, ses sanglots résonnant dans la pièce. Albert est resté là, regardant la porte ouverte, le visage livide. Je me suis assise, ma colère laissant place à une profonde tristesse. J'avais gagné la bataille, mais la guerre pour ma famille semblait loin d'être terminée. J'ai passé les 2 heures suivantes simplement assise avec eux. J'ai expliqué le fidéicommis calmement, paragraphe par paragraphe. J'ai expliqué pourquoi je l'avais mis en place de cette façon, pour protéger la maison pour eux, pas contre eux. Pour empêcher exactement cela, un scénario où un prédateur comme Marcus pourrait s'immiscer et utiliser les actifs familiaux pour son propre gain. Ils avaient honte, profondément, douloureusement honte. Albert a avoué que Marcus les avait conseillés sur leurs propres finances, qu'il lui avait donné 10 000 € à investir il y a 6 mois. De l'argent qu'ils avaient retiré de leur petit fonds de retraite. Ils n'en avaient pas revu un centime depuis. Le piège avait été plus grand que je ne l'imaginais. Marcus n'était pas seulement après la maison. Il vidait systématiquement ma sœur et son mari de chaque centime qu'ils possédaient. Ma détermination s'est durcie. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il s'agissait de sauver ma sœur de la ruine. Je savais que Marcus ne disparaîtrait pas simplement. Il était trop désespéré. Il essaierait autre chose. Alors, je suis passé à l'offensive. Le lendemain matin, j'ai engagé un serrurier local pour changer à nouveau les serrures, cette fois pour un système de haute sécurité. J'ai donné une clé à Lorraine et Albert, mais j'ai aussi eu une longue conversation avec eux. Il va vous contacter, ai-je dit alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, l'air d'enfant réprimandé. Il va s'excuser, vous menacer ou essayer de vous manipuler à nouveau. Vous ne devez pas lui parler. Pas un texto, pas un appel. Suis-je clair? Tout ce qu'il vous envoie, vous me le transférez immédiatement. Ils ont tous les deux hoché la tête, les yeux écarquillés. Je n'avais pas terminé. J'ai apporté le rapport complet du détective privé et les documents du fidéicommis au bureau du shérif local. J'ai déposé une plainte formelle contre Marcus pour violation de propriété, tentative de fraude et menaces verbales. Il m'avait envoyé une série de textos furieux et à peine cohérents. J'ai également demandé une ordonnance de restriction temporaire immédiate. Mon réseau professionnel, celui que Marcus détestait tant, s'est mis en branle. J'ai demandé à un collègue du bureau du procureur d'examiner le dossier. J'ai parlé au service de lutte contre la fraude de la banque. Je construisais un dossier si solide, si inattaquable que Marcus n'aurait d'autre choix que de disparaître. Mais j'avais encore besoin de l'échec et mat final. Je devais m'assurer que Lorraine et Albert étaient vraiment libérés de son influence. Les 10 000 € qu'ils avaient investis étaient la clé. Franck, mon détective privé, a été une bénédiction. Il a retracé les 10 000 €. Ils n'avaient pas été investis. Ils étaient passés directement de leur compte bancaire à celui de Marcus. Et de là, ils avaient été versés à une société de leasing de voitures de luxe et à un casino à Atlantic City. J'avais maintenant une preuve irréfutable de sa tromperie. J'avais la fraude bancaire, la violation de propriété, et maintenant le vol de sa propre nièce. J'ai tout consolidé dans un seul dossier dévastateur. J'en ai fait 3 copies, une pour moi, une pour mon avocat, et une pour la réunion de famille que j'allais convoquer. Marcus pensait pouvoir m'humilier. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La confrontation a eu lieu 2 semaines plus tard. Ce n'était pas à la Maison du Lac, que j'avais décidé n'être plus un lieu de conflit. C'était un lieu de guérison. Au lieu de cela, j'ai organisé la réunion dans l'ancien cabinet d'avocat de mes parents. Mon cabinet maintenant, en ville. J'ai choisi la salle de conférence principale, un lieu d'acajou imposant et de fenêtres allant du sol au plafond, une pièce conçue pour projeter le pouvoir et une autorité inattaquable. J'avais invité tout le monde. Lorraine et Albert étaient là, assis nerveusement à l'autre bout de la table. J'avais également invité la sœur de mon père, tante Clara, une femme redoutable qui était la matriarche non officielle de la famille. Et bien sûr, j'avais invité Marcus. Il est venu, étonnamment. Il devait croire, avec son narcissisme délirant,
que c'était sa chance de raconter sa version, de me dépeindre comme la méchante devant le reste de la famille. Il est entré vêtu de son plus beau costume, tentant de projeter un air de dignité blessée. « Abigail » a-t-il dit, hochant la tête sèchement comme si c'était moi qui étais jugé. « Clara, content que tu aies pu venir. Il y a de sérieuses inventions que nous devons éclaircir. » En effet, ai-je dit, ma voix dangereusement agréable. Je suis resté debout à la tête de la table. « S'il te plaît, Marcus, assieds-toi. » Il s'est assis en face de Lorraine et Albert, qui refusaient de le regarder. « Merci à tous d'être venus, ai-je commencé, ma voix résonnant légèrement dans la grande pièce. Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion concernant la maison du lac et d'autres questions familiales. J'ai convoqué cette réunion pour apporter une clarté absolue et finale. » Marcus s'est penché en avant, ouvrant la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. « Tu auras ton tour, Marcus. »« Le mien d'abord. » J'ai regardé tante Clara. « Tante Clara, tu sais que papa m'a nommé fiduciaire du fidéicommis familial. » Marcus a répandu la rumeur que j'ai l'intention de vendre la maison. « Une préoccupation valable, Abigail, » a dit Clara, ses yeux perçants. « Cette maison signifie beaucoup pour cette famille. » C'est vrai, ai-je convenu. C'est pourquoi mon père et moi avons légalement structuré le fidéicommis pour rendre sa vente impossible sans le consentement unanime de tous les bénéficiaires et la preuve que le fidéicommis ne peut plus se permettre l'entretien. C'est peut-être l'une des propriétés les plus protégées de l'État. La rumeur était un mensonge fabriqué dans un seul but, créer la panique. J'ai ensuite regardé Marcus. « Marcus, tu as dit à Lorraine et Albert que c'était moi qui les excluais, mais en réalité, c'est toi qui as essayé de contracter un prêt de 150 000 € contre la propriété, une propriété que tu ne possèdes pas. Cela s'appelle une tentative de fraude bancaire. » J'ai fait glisser le premier dossier sur la table polie. Il a atterri devant Marcus. « C'est une copie de la demande que tu as déposée, du refus de la banque et du rapport que j'ai déjà déposé auprès de leur service de lutte contre la fraude. » Le visage de Marcus est devenu pâle. Maintenant, c'était un malentendu. Était-ce aussi un malentendu quand tu as changé les serrures de ma maison, ai-je continué, ma voix s'élevant. Était-ce un malentendu quand tu as mis les factures de service public au nom d'Albert, le rendant légalement complice de ton occupation illégale? J'ai fait glisser un deuxième dossier. J'ai tourné toute mon attention vers Marcus, qui commençait à avoir l'air physiquement malade. Mais ça c'est la partie que je trouve la plus offensante. Au cours des 6 derniers mois, tu as conseillé Lorraine et Albert sur leurs finances. Tu les as convaincus de te donner 10 000 € de leur argent de retraite à investir. Lorraine a poussé un petit sanglot. Albert fixait la table. J'ai fait tracer cet investissement, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure froid et dur. Voici le dossier final, Marcus. J'ai fait glisser le troisième dossier, le plus épais, sur la table. Ce dossier contient les relevés bancaires montrant les 10 000 € quittant le compte de Lorraine et entrant sur le tien. Il contient également les reçus ultérieurs. 4 000 € comme acompte sur un leasing de voiture de luxe et 6 000 € retirés sur 2 week-ends au Casino Tropicana à Atlantic City. Tante Clara a haleté, sa main volant à sa bouche. Tu n'as pas investi leur argent, ai-je dit, la pièce étant d'un silence de mort. Tu l'as volé. Tu as volé l'argent de ma sœur pour payer ta voiture et tes habitudes de jeu. Tu t'es attaqué à ta propre famille, tu les as montés contre moi et tu as essayé de voler la maison de nos parents. Tout ça pour couvrir tes propres dettes pathétiques. Marcus était blanc comme un linge. Il a regardé Lorraine et Albert, puis Clara. Il n'y avait aucune issue, aucun mensonge, aucune explication lisse. Il était, en un mot, fini. J'ai marché jusqu'au bout de la table et je me suis tenu directement derrière Lorraine et Albert. Alors, non, Marcus, ai-je dit. Je ne vends pas la maison, et tu ne fais pas partie de l'avenir financier de cette famille. En fait, tu ne fais plus du tout partie de cette famille. Lorraine, qui avait tremblé, s'est levée. Elle a regardé Marcus, ses yeux remplis d'une douleur si profonde qu'elle était presque noire. Toutes ces années, a-t-elle murmuré. Toutes ces années, j'ai pensé qu'Abby était la froide, mais c'était toi. Ça a toujours été toi. Albert s'est levé à côté de sa femme. Il a regardé Marcus avec un mépris pur et sans mélange. Tu nous rendras notre argent ou je jure que. Tu n'auras pas à le jurer, ai-je interrompu, posant une main sur son épaule.
Ce fut le coup de grâce. Marcus a reculé comme si je l'avais frappé. Tu quoi? Tu as commis un vol. Tu as commis une fraude. Je suis une auxiliaire de justice, Marcus. J'ai un devoir. Un officier attend à l'extérieur de cette pièce pour te signifier ses papiers ainsi qu'une ordonnance de restriction permanente. Tu ne contacteras plus jamais moi, ma sœur ou son mari. Tu ne t'approcheras pas à moins de 500 pieds de la maison du lac ou de l'une de nos maisons. Est-ce clair? Marcus m'a regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son n'en est sorti. Il était complètement et totalement détruit. Il a regardé tante Clara, son dernier espoir. Elle a simplement secoué la tête, son expression étant d'un dégoût total. Il s'est levé, sa chaise raclant bruyamment, et pour la première fois, il ressemblait à ce qu'il était, un vieil homme petit, pathétique et brisé. Il a marché jusqu'à la porte, l'a ouverte et a été accueilli par l'officier que j'avais engagé. Les papiers lui ont été signifiés sur le champ, dans le couloir du cabinet. Une humiliation publique finale. Il était parti. La chute de Marcus a été rapide et définitive. Confronté à une plainte pénale pour vol et à de multiples plaintes civiles pour fraude, non seulement de notre part, mais aussi des autres partenaires qu'il avait escroqués, il était ruiné. Il a fini par accepter un accord de plaidoyer pour éviter la prison, mais cela l'a obligé à liquider tous ses actifs pour payer les dédommagements. Il a perdu sa voiture, son appartement en location et jusqu'à la dernière once de sa réputation. Il a déménagé hors de l'État, et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Tante Clara s'est assurée que le reste de la famille sache exactement ce qu'il avait fait, et son nom n'a plus jamais été prononcé qu'avec mépris. Mais la victoire juridique n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié m'attendait dans cette salle de conférence. Après le départ de Marcus, Lorraine et Albert sont restés assis là, complètement brisés. Le poids de leur complicité, de leur cupidité et de leur profonde stupidité s'est abattu sur eux. Abby, a finalement murmuré Lorraine, son visage marbré par les larmes. Je ne sais pas quoi dire. Désolé, ce n'est pas suffisant. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit doucement. Je n'allais pas leur faciliter la tâche. Mais c'est un début. Albert m'a regardé, ses yeux remplis d'une honte que je n'avais jamais vue en lui. Nous avons été des imbéciles. Il a joué sur notre jalousie, Abigail. De toi, de ton succès. Il nous a fait sentir comme des victimes, et nous voulions le croire. Je sais, ai-je dit. Et c'était vrai. J'ai vu la pourriture que l'envie avait commencé et comment Marcus l'avait si habilement nourrie. Vous devez travailler là-dessus, tous les deux. Ce n'est pas mon problème à résoudre. C'est le vôtre. La réconciliation n'a pas été un seul moment de film larmoyant. Elle a été lente. Elle a été maladroite. Elle a pris des mois. Elle a impliqué qu'ils commencent une thérapie financière pour gérer leurs dépenses incontrôlées. Elle a impliqué qu'ils m'écrivent une longue et douloureuse lettre détaillant exactement pourquoi ils avaient fait ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils comprenaient maintenant. Elle a impliqué qu'ils me remboursent 200 € à la fois pour les frais de justice et le coût des nouvelles serrures. Je n'avais pas besoin de l'argent, mais j'avais besoin qu'ils comprennent les conséquences. La première fois que je suis retourné à la maison du lac, c'était 6 mois plus tard. C'était l'automne et les feuilles changeaient de couleur. Je suis entré et la maison était propre. L'air sentait le produit à polir au citron et le pain. Lorraine et Albert étaient là. Ils étaient montés la veille pour aérer l'endroit, remplir le frigo et ratisser les feuilles. C'était maladroit. Nous avons fait la conversation. Mais ensuite, alors que nous étions sur la terrasse à regarder l'eau, Lorraine s'est tournée vers moi. C'est magnifique, a-t-elle dit. J'ai vraiment regardé le document du fidéicommis que tu as écrit. Celui que tu nous as laissé à lire. Papa était vraiment intelligent, n'est-ce pas? Il savait. Oui, ai-je dit. Il savait. Il voulait le protéger pour nous, a-t-elle dit, comprenant enfin. Pas de nous. Exactement. Elle est restée silencieuse un long moment. Merci, Abby. Pour nous avoir protégés même quand nous étions l'ennemi. C'était le moment. C'était la vraie victoire. J'ai passé mon bras autour de son épaule et nous sommes restés là à regarder le coucher du soleil. Mon réseau professionnel avait veillé à ce que justice soit rendue à Marcus. Mais ma propre volonté de jouer le mauvais rôle pendant un certain temps,
d'utiliser ma force non seulement pour punir mais pour enseigner, c'est ce qui a sauvé ma famille. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Nous avons ri. C'était tendu au début, mais c'est devenu plus facile. Nous guérissions. La maison n'était plus un prix à gagner ou une forteresse à défendre. C'était redevenu juste une maison, notre sanctuaire. Et finalement, après tout, je me sentais en paix.